bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Table Ronde. On va vous parler de la Syrie, plus précisément de cette récente prise d'opposition prise par les Français et les Britanniques concernant la Syrie. Vous savez, le ministre français des Affaires étrangères a évoqué la levée de l'embargo d'armes pour la vente d'armes aux rebelles syriens. Ensuite, c'était le président français François Hollande qui a dit que voilà, après 2 ans de conflit en Syrie, les moyens diplomatiques n'ont pas abouti selon lui, au résultat escompté. C'est pourquoi il faut aller vers l'armement des rebelles. Même son de cloche de la part des dirigeants britanniques qui, eux aussi, sont favorables à fournir des armes aux rebelles syriens. Mais vous savez, cette volonté affichée par Londres et Paris de vouloir armer les rebelles syriens ne fait pas de l'humanité ni à l'intérieur de la France ni au sein de l'Union européenne. Vous savez, le Parti socialiste applaudit cette volonté affichée de vouloir armer les rebelles syriens, mais la droite, vous savez, est divisée. Là, il y avait des voix qui se sont élevées au sein de l'UMP contre cette décision française de vouloir fournir des armes aux rebelles syriens. On va vous en parler avec un invité de marque qui sera avec nous depuis Toulouse. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales. Nous allons essayer d'établir un contact avec M. Bassam Tahan également. M. Dortiguet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur, bonjour à toute votre équipe et à tous nos auditeurs. Monsieur Dortiguet, comme première question, comment expliquez-vous ce revirement français en ce qui concerne la question syrienne? Parce que vous savez, jusqu'à présent, la position française consistait à dire qu'il n'est pas question de fournir des armes aux rebelles, parce qu'il disait que voilà, ces armes pourraient tomber entre de mauvaises mains. Eh bien, nous pouvons y voir peut-être 3 raisons. La première qui est peut-être difficile à avouer, mais qui, disons, est présente à l'esprit de beaucoup ici en France, est qu'un plan destruction, enfin un plan d'assassinat, disons, de monsieur le président de la République syrienne aurait pu échouer. Et on en a parlé de façon très sérieuse. Et certainement que ceci a déjouer, disons, les plans de ceux qui, sous prétexte de continuer une initiative diplomatique, tout en, chauffant idéologiquement les esprits, en parlant, disons, d'un État qui était barbare, etc., qui massacrait son peuple, auraient débouché finalement sur un chaos qui aurait été, disons, aurait placé la Syrie dans la même situation que la Libye autrefois. Je crois que si cela a échoué, effectivement, il faut passer à l'étape supérieure et affronter au prix. C'est cela que la droite ici, chez nous, et des gens qui sont en dehors de l'organisation socialiste, disons, reprochent au gouvernement. Ce faisant, nous allons nous heurter de front à la politique russe, qui est une politique non pas seulement d'apaisement, mais de maintien de la légalité, du maintien de la non-intervention dans les affaires intérieures des États. Cette même politique que nous-mêmes nous avions voulu faire autrefois triompher en Espagne, quoique avant la guerre, quoique nous-mêmes nous livrions justement à un trafic d'armes avec Pierre Cotte, etc. Or, le Parti socialiste, et voyez-vous, ça c'est la seconde raison, veut aussi, sur le plan intérieur, montrer qu'il a de l'autorité. Le président, disons, l'a tenté avec l'affaire du Mali. Nous avons, disons, une fuite en avant du point de vue avec des moyens militaires, si vous voulez. C'est-à-dire que pour nous, la mobilisation, disons, l'intervention serait une manière, disons, de couvrir les voies non pas de mécontentement seulement, mais disons de désillusion
c'est des sortes de sentiments de désillusion, voyez-vous, qui sont faits jour à l'intérieur même de l'électorat socialiste. Et la troisième raison, bien sûr, on pourrait dire certainement aussi la plus grave, c'est que nous obéissons, nous et les Anglais, sur commandement américain, sur commandement sioniste, voyez-vous, et que nous sommes malheureusement poussés à une étape supérieure de ce conflit, qui est celle, il faut le dire, inévitablement, d'un affrontement, d'abord lent, et plus accentué, mais toujours direct, bien sûr, avec la puissance de l'Europe orientale, avec la puissance russe. Monsieur Dortiguet, en fait, parmi les raisons que vous venez d'évoquer, vous dites que là aussi, la France obéit à la volonté états-unienne. Mais vous savez, s'agissant de cette question de vouloir fournir des armes aux rebelles syriens, les États-Unis, au moins en fait en public, ils disent qu'il est question pour eux de fournir des armes non létales aux rebelles syriens. Mais là, la France et la Grande-Bretagne disent vouloir en fait fournir des armes létales aux rebelles syriens. Peut-on dire que là, sur ce point, les États-Unis se sont mis un peu à l'écart et ont enjoint à Paris et Londres en fait d'appliquer une politique à l'américaine? Oui, en effet, c'est-à-dire que les Français et les Anglais disent ouvertement, et veulent faire ouvertement ce que les Américains, disons, voudraient aussi, mais ne le peuvent pas pour des raisons, disons, diplomatiques, et aussi pour des raisons certainement intérieures, parce que le soutien des groupes terroristes, des groupes, disons, qu'on appelle djihadistes, etc., est impopulaire. Je ne dis pas que elle se heurte à l'opinion publique américaine, qui est assez vague, qui est assez floue, mais certainement à des groupes militaires au Pentagone, par exemple, qui ne veulent absolument pas entendre parler de ce genre d'opération militaire, et même, disons, surtout ceux qui ont connu l'Afghanistan. Et voyez-vous, je crois que c'est une ruse du gouvernement américain vis-à-vis de ses propres élites, voyez, de faire intervenir les Anglais et les Américains. Et bien sûr, il y a aussi un autre aspect qu'il faut dire très rapidement, c'est que une partie de l'Europe est réticente, cependant, voyez-vous. L'Allemagne, par exemple, la Hollande sont très réticentes à l'ouverture de quelque front que ce soit qui entraînerait une sorte de retour à une guerre froide, vous voyez. C'est cela qui est très important. Les Allemands n'en veulent pas, ils ont fondé leur richesse, leur exportation, leur travail sur d'excellentes relations avec l'Est. Ils ont aussi d'excellentes relations, vous savez, avec d'autres États, avec l'Algérie et autres. Ils avaient d'excellentes relations avec la Syrie, autrefois avec la Libye. Ils sont absolument opposés à tout ce qui remettrait en cause le prix de très longs efforts chez eux de reconstruction, vous voyez. Et je crois d'ailleurs que l'Italie prend le chemin. Monsieur Dortiguet, nous venons d'établir contact avec Monsieur Bassam Tahan, professeur de géopolitique et de géostratégie dans les grandes écoles françaises et qu'il est actuellement en ligne. Monsieur Tahan, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très contents de vous voir, en fait, de nous rejoindre pour cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Nokholstein. Et bonjour à Monsieur Dortiguet. Merci beaucoup, Monsieur Tahan. Comment quelle analyse portez-vous sur cette volonté affichée par les autorités françaises de vouloir en fait armer les rebelles à tout prix? Lorsque je dis à tout prix, parce que vous savez, les Français ont dit que s'il y aura un blocage au sein de l'Union européenne en ce qui concerne la levée de l'embargo des armes pour les rebelles, la France, accompagnée de la Grande-Bretagne, vont contourner cette fois-ci l'Union européenne pour fournir des armes létales aux rebelles syriens. C'est en fait une attitude dangereuse et irresponsable et qui couvre un fait établi, c'est qu'ils ont déjà aidé les djihadistes en Syrie. Parce qu'on a des preuves palpables de la présence d'armes britanniques et françaises sur le champ de bataille. Ces armes n'ont pas pu être achetées à d'autres pays, je ne le pense pas. Il y a bien sûr les armes qui viennent de Libye et qui sont de fabrication soviétique, où on dit que les djihadistes ont pris ça à l'armée syrienne, c'est entièrement faux. C'est tout le surplus d'armes en Libye qui est envoyé en Syrie. Alors, pour revenir, si vous voulez, à l'attitude française,
Elle est irresponsable dans la mesure où la France ne fait plus partie de l'Europe à ce moment-là. C'est au niveau légal, c'est illégal. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de décision européenne, on y va quand même. On suit quoi? La Grande-Bretagne, qui est connue pour toujours échapper aux décisions européennes. On emboîte le pas à la Grande-Bretagne. Et ça affaiblit l'Europe, ne serait-ce qu'au niveau, si vous voulez, communauté européenne. Maintenant, dans le fond, c'est très grave aussi dans la mesure où la France va en guerre et veut absolument entraîner l'Europe derrière elle. Or, tout le monde sait que sur ce dossier, ce qui motive le gouvernement français, si j'ai bien compris, c'est la volonté de persister dans l'erreur de l'analyse et ne pas avoir l'objectivité, cette politique réelle de dire on s'est trompé, c'est tout. Non, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés et ils entraînent et la France et l'Europe sur un chemin inconnu parce que il est évident que ce soit les djihadistes ou le gouvernement loyaliste ou la majorité silencieuse, tous ces gens-là vont se retourner un jour contre la France. Donc, qui reste du côté français? C'est ça qui est ridicule. C'est quelques aventuriers politiques, ici, là, en France, un peu aux États-Unis, en Turquie, et accompagnés évidemment des cadres supérieurs de toutes les organisations des frères musulmans et salafistes. Voilà. Mais ceux qui se battent sur le terrain ne reconnaissent pas leur autorité. Donc c'est là la grande erreur de la politique française. Elle se range du côté de gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne représentent rien du tout. Et ça, permettez-moi d'être une fois évangéliste et dire c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle. Hein. Et dans ce cas-là, les deux vont tomber dans l'abîme. Monsieur Tahan, est-ce que d'après vous, la France et la Grande-Bretagne ont-ils le feu vert des États-Unis pour prendre une telle décision? Peut-être que les États-Unis ont un peu béni de loin, ils attendent voir, parce que aussi c'est une bonne solution pour les États-Unis. C'est-à-dire ils ne se mouillent pas vraiment, ils ne sont pas aux premières loges, ils envoient... vous savez, ça ressemble beaucoup à la guerre de 56, quand la Grande-Bretagne et la France ont agressé l'Égypte, parce que l'affaire à l'époque voulait avoir son indépendance face à l'Occident, créer une nation arabe, créer une économie autre que le colonialisme de l'époque, voyez-vous. Ce qui a remplacé Israël dans cette guerre aujourd'hui, si on la compare à 56, c'est la Turquie. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Turquie joue le rôle qu'a joué Israël en 1956. Mais le danger, quand même, c'est que Israël, un jour, se joigne à cette coalition anti-syrienne et anti-arabe et anti-musulmane, tout simplement. Parce qu'on sait très bien que si la Syrie plonge dans une guerre pour longtemps, c'est connu, toute la région va en souffrir. Et on va vers un affrontement mondial, c'est clair. Hein. Et là, il ne s'agit plus de tester la volonté russe ou iranienne, ou syrienne, tout simplement. Hein. Ce qui a conduit beaucoup d'experts israéliens à exprimer leurs craintes. Mais je reviendrai sur cette histoire d'Israël. Ça explique justement pourquoi les Israéliens poussent dans le sens à ce que les casques bleus qui sont sur le Golan se retirent. Et ça leur permettrait de passer plus directement pour livrer des armes aux djihadistes qu'en faisant le tour par Alexandre, Brest et Antioche par la Turquie. Et d'autre part, ils ont sûrement des projets de créer une zone tampon, d'élargir leur zone tampon au détriment de la Syrie. Donc la situation est plus qu'explosive et je crois
crois que Hollande s'en mordra les doigts, parce que là, ce n'est pas la petite guerre du Mali. Hein. Je ne sais plus qui a dit qu'il jouait à l'apprenti sorcier. Je crois que c'est vraiment ça. Hein. Ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de tout ce dossier complexe syrien. Et déjà, on voit s'élever en France, que ce soit à droite comme à gauche, de gens qui s'opposent à cette attitude française qui va en solo, quoi. C'est dommage. Merci beaucoup, Monsieur Tahan. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Tahan. Monsieur Dortiguier, je voudrais revenir en fait sur ce qui a été dit par Monsieur Tahan, qui m'a en fait paru fort bien intéressant pour vous poser une question. Monsieur Tahan dit que la France fournit ou bien veut fournir des armes à ceux qui pourront se retourner contre ce pays un jour. Vous savez, c'est exactement, Monsieur Dortiguier, ce qui s'est passé en Afghanistan. Les Américains ont fourni des missiles Stinger aux combattants afghans. Cela a changé la donne en ce qui concerne le plan militaire en Afghanistan. Mais vous savez, ensuite, ces combattants afghans se sont mis à l'écart à Kaboul. Il y avait l'arrivée au pouvoir des talibans. Les talibans qui sont devenus en fait l'ennemi juré des États-Unis, qui sont devenus en fait un casse-tête, un problème grave pour les Américains et continuent toujours de l'être. M. Tahan a fortement raison de dire que la France aujourd'hui a décidé de fournir des armes à ceux qui pourront en fait se retourner un jour contre elle, contre ce pays. Oui, en effet, c'est pour cela que justement M. Tahan aussi a très bien repris l'expression d'apprenti sorcier. Il y a deux choses à considérer à notre avis. Sur le plan psychologique ou sur le plan idéologique, une certaine limitation propre à cette gauche socialiste, disons, à cette administration socialiste dont nous parlions, et qui joue aujourd'hui le même rôle, qui a la même politique qu'autrefois en 1956, au moment de l'affaire de Suez, avec Guy Mollet, etc., et qui a été d'ailleurs critiqué amèrement et disons efficacement par le général de Gaulle, lorsque celui-ci a parlé des liens très spéciaux qu'il y avait justement autrefois entre l'armée israélienne et les services français, voyez-vous, et l'administration française. Je crois que de ce point de vue, que ce soit M. Fabius, M. Hollande ou autre, disons, il n'y a pas eu d'évolution mentale ou spirituelle, et il faut en chercher la raison. C'est la même raison que De Gaulle disait, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas de capacité véritablement de vision chez eux, comme ils n'ont pas de force, de volonté de puissance, on dirait avec Nietzsche, voyez-vous, ils sont obligés de chercher des subterfuges, c'est-à-dire de chercher une manifestation de force à l'extérieur de leurs propres compétences, à l'extérieur de leurs propres tâches, de leurs propres devoirs politiques. C'est pour ça qu'ils sont tentés par des aventures militaires, et naturellement, la seule puissance qui s'offre à les soutenir, c'est la puissance sioniste, c'est la puissance américaine. Tout ceci, voyez-vous, pour des gens comme moi, très jeune à l'époque, bien sûr, mais qui ont connu cette période-là, nous voyons très bien une identité de conduite. Et malheureusement, ceci est... va de telle sorte que les échecs ne réforment pas ces gens-là. Vous savez, c'est le persévérance diabolicum, c'est-à-dire le persévérance diabolique, hein, dont leur orgueil, qui est à la taille, qui est aux dimensions de leur propre médiocrité, voyez-vous, eh bien leur orgueil se renforce. C'est le cas, voyez-vous, dans le domaine des vices et des vertus. Je crois que maintenant, il y a aussi, il faut considérer que ces gens-là sont joués, que nous sommes passés, c'est là le sens de la décision française d'aller outre l'Europe, nous sommes passés d'un stade de conflit local au Proche-Orient à un conflit beaucoup plus étendu. Non pas sur le plan matériel, mais sur le plan idéologique, sur le plan politique. Merci. Si véritablement la France et l'Angleterre passent outre l'Europe, voyez-vous, et s'engagent ouvertement dans un conflit, c'est-à-dire accélèrent ce que M. Sarkozy avait déjà commencé, voyez-vous, en Libye, eh bien nous allons à un affrontement avec la Russie. Et ceci, c'est ce qu'a dénoncé Mme Alliot-Marie, Mme Kosciusko-Morizet aussi l'a dit. Je crois que ceux qui ont comme Mme Alliot-Marie, par exemple,
connu la période gaulliste voient très très bien la nature, le danger géopolitique, géostratégique de cette politique socialiste et surtout l'aveuglement des dirigeants. Merci beaucoup, Monsieur Dortiguet. Monsieur Tahan, nous avons 2-3 minutes devant nous pour terminer l'émission d'aujourd'hui. Monsieur Tahan, vous savez, apparemment, il s'agit d'un acte bien calculé. À Londres et à Washington, on annonce cette volonté affichée de vouloir armer les rebelles, et à Washington, Barack Obama, dans une interview accordée à une chaîne de télévision israélienne, annonce que voilà, l'Iran en fait peut avoir accéder à l'arme nucléaire d'ici un an, et toutes les options sont sur la table selon lui pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Il s'agit apparemment d'un acte bien calculé pour s'acharner à la fois contre la Syrie et l'Iran. Oui, j'ai pas entendu votre question. J'aimerais, si vous permettez, revenir sur le dossier des armes et des rebelles, parce que dans son explication du dossier, tantôt il avance l'argument des armes chimiques auxquelles personne ne croit, tantôt il dit qu'il faut absolument intervenir pour que ce soit pas pire, ça ne convainc personne non plus. Donc, il a perdu sa crédibilité, et de même, Fabius aussi, son ministre, il a perdu toute crédibilité. On se demande si ces deux personnages très haut placés comprennent. Monsieur Tahan, je viens de, en fait, je disais, est-ce qu'il s'agit d'après vous d'un acte bien calculé? Parce que à Londres, à Washington, à Londres, à Paris, on annonce cette volonté affichée de vouloir armer les rebelles, et à Washington, Barack Obama s'acharne contre l'Iran et dit que toutes les options sont sur la table pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. C'est clair. C'est une introduction pour une guerre contre l'Iran. Je crois que ça n'échappe à personne. Dans cette guerre contre la Syrie. Et évidemment, ils savent très bien que de manière efficace comme ça, si je puis dire, en armant les rebelles, l'Iran ne va pas se faire. Je crois qu'ils n'y arriveront pas. Parce qu'il est clair que la Russie tiendra toujours bon aux côtés de l'Iran. On est quand même de la Chine. Enfin, vous êtes mieux placé que moi pour démontrer que l'Iran se tient prêt à répondre à toute agression d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne d'Israël, qu'elle vienne des États-Unis et qu'elle vienne de leurs alliés dans le Golfe arabo-persique. Merci beaucoup, M. Tahan. L'histoire l'a montré, les Iraniens ne sont pas des gens qui se soumettent. Les Iraniens sont des gens qui se battent et se défendent lorsqu'il s'agit en fait de cette question sacrée de vouloir défendre la patrie. Merci beaucoup, M. Tahan, d'être avec nous pour cette émission. Je vous remercie également très particulièrement, M. Dortiguet, d'être avec nous. Je vous en prie. Je crois quand même que celui qui va être attaqué, c'est plus le Hezbollah aujourd'hui avant l'Iran. Merci beaucoup, M. Tahan, pour ce dernier mot. Merci beaucoup, M. Dortiguet, d'être avec nous pour cette émission. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Pour notre prochaine émission, nous voulons vous parler de l'élection du nouveau pape. Alors rendez-vous pour notre prochaine émission. D'ici là, je vous confie toutes et tous à la garde de Dieu. Au revoir, amis, et à très bientôt.